Salut, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler de rêves qui n'ont jamais pris leur envol, de voitures nées pour être des reines, mais qui ont fini par mourir comme des roturières, parce que oui, la France a déjà tenté de faire du luxe. Pas seulement avec le vin, le fromage, la mode, mais aussi avec l'acier, le cuir et le moteur. Sauf qu'il y a un détail, le luxe ne se décrète pas, le luxe se conquiert. Et le monde, surtout celui d'après-guerre, de la mondialisation, de la concurrence allemande, n'était pas prêt à accepter qu'une voiture française puisse être aussi bonne qu'une Mercedes. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grands échecs de l'histoire des voitures de luxe françaises. Pas avec moquerie, mais avec respect, car chacune de ces voitures portait un espoir national, une tentative de dire au monde: la France aussi sait faire le meilleur. Sauf que, parfois, le meilleur ne suffit pas. Alors accroche-toi bien à ton tournevis, parce que l'histoire est sur le point de démarrer. Le premier, celui-ci est le plus triste de tous, parce qu'il n'était pas seulement une voiture. C'était une déclaration d'amour à l'ingénierie. La Citroën SM, lancée en 1970, c'était pratiquement une DBS française avec une âme de vaisseau spatial. Moteur V6 Maserati, oui, Maserati, que Citroën venait tout juste de racheter en 1968. Suspension hydropneumatique, direction assistée sans courroie. Phares orientable, suivant la courbe de la route. On aurait dit le futur. Sauf que, en 1973, la crise pétrolière est arrivée. Et l'ASM engloutissait 16 litres aux 100 km pendant ce temps-là. Mercedes vendait la 280 SE, plus économique avec 11 litres, et un prestige assuré. Et il y avait un autre problème. Citroën n'avait pas de réseau de concessionnaires de luxe. La SM se vendait dans le même showroom que la 2CV. Imagine la scène. Vous venez acheter une voiture à 50 000 francs. Et vous voyez un petit vieux sortir avec une 2CV remplie de poules sur la banquette arrière. Le résultat, entre 1970 et 1975, seulement 12 920 exemplaires vendus dans le monde entier. En France, moins de 3 000 et puis, en 1974, Citroën a fait faillite. Elle a dû revendre Maserati et la SM est devenue une relique de musée. Ce n'était pas une mauvaise voiture. Elle était simplement trop en avance. Dans un monde qui ne voulait que de l'économie, et le pire péché d'une voiture de luxe, c'est d'être incomprise. Celui-ci, c'était la réponse française à la classe S lancée en 1975. La Peugeot 604 avait tout. Moteur PRV V6, conçu en partenariat avec Renault et Volvo. Suspension arrière indépendante. Sellerie en cuir Connolly. Silence de bibliothèque. Même la critique s'est rendue. En 1976, l'Automobile Magazine écrivait « La 604 est la berline française, la plus raffinée de tous les temps. » Sauf que Peugeot ne savait pas vendre du luxe. La voiture coûtait 78 000 francs en 1977. Mais elle n'avait pas de statut. Car en France, ceux qui voulaient du luxe achetaient une Mercedes. Point final. Et il y avait un autre problème. Le moteur PRV, bien que souple, souffrait de défauts de refroidissement. Et le réseau Peugeot n'avait pas formé de mécaniciens pour entretenir un V6. Le résultat, entre 1975 et 1985, seulement 153 000 exemplaires vendus. Moins de la moitié des prévisions. Pendant ce temps, Mercedes vendait 300 000 classes S. Sur la même période, la 604 n'était pas laide. Elle était invisible. Parce que le luxe, sans perception, ce n'est pas du luxe, c'est juste une voiture chère. Celui-ci fut une erreur d'ambition pure. En 1992, Renault lança la Safrane, son nouveau vaisseau amiral. L'idée, rivaliser avec BMW, Mercedes et Audi. Et en 1994, vint le coup audacieux. Faisons une version biturbo. 262 chevaux, 276 km/h. Ça paraît logique, non? Sauf que le moteur V6 biturbo n'avait pas été suffisamment testé. Il souffrait de problèmes chroniques de lubrification. Et la boîte automatique ne supportait pas le couple. Et pire encore, la Safrane biturbo coûtait 280 000 francs. Plus cher qu'une BMW M5 de l'époque. Et le marché, il a ri.
Parce que personne ne croyait que Renault, la marque de la R5, de la Clio, pouvait réellement proposer une voiture de luxe. Le résultat? Entre 1994 et 1996, moins de 1800 exemplaires vendus dans toute l'Europe. En France, moins de 600, la Safrane biturbo n'était pas lente. C'était un défi à la crédibilité. Et le marché a répondu par le silence. Le pire des silences, celui du portefeuille fermé. Celui-ci, ce fut le dernier souffle du luxe à la française. Lancée en 2005, la Citroën C6 était une véritable œuvre d'art sur roue. Toit panoramique courbe, suspension hydropneumatique active, siège massant. Même le pare-brise était chauffé par ondes électromagnétiques. On aurait dit un rêve. Sauf que, en 2005, le monde ne voulait déjà plus de ça. Le monde voulait de la technologie, de la connectivité, de l'efficacité. Et la C6. Elle avait un V6 qui engloutissait 13,5 litres aux 100 km. Et un système électrique si complexe que seuls 3 garages en France savaient le réparer. Et il y avait un obstacle encore plus grand. Citroën n'avait pas d'image de luxe. C'était la marque de la X-Sara, du Berlingo, qui, en toute logique, aurait payé 55 000 € pour une voiture d'une marque qui vendait des fourgonnettes. Le résultat? Entre 2005 et 2012, seulement 10 200 exemplaires vendus dans toute l'Europe. En France, moins de 3 500 en 2012, la production s'arrête. Et la C6 devient un fantôme sur les routes. Elle n'était pas laide. Elle a été simplement hors du temps, comme un poème magnifique, récité à une époque qui ne voulait que des tweets. Et celui-ci est le plus oublié de tous. La Talbot Tagora, lancée en 1980, fut le dernier souffle de Chrysler Europe que Peugeot avait racheté 2 ans plus tôt. L'idée était claire, créer une berline de luxe française. Mais ce qu'ils ont livré, c'était une plateforme de Chrysler 180, un moteur V6 Simca, un habitacle en plastique dur, et le pire, il n'y avait rien de français. Ni le nom, ni l'âme, ni le lion. Et en 1980, avec la 205 sur le point de naître, qui aurait voulu d'une berline lourde, laide, avec un moteur poussif? Le résultat? Entre 1980 et 1983, seulement 19 500 exemplaires vendus en Europe. En France, moins de 5 000. En 1983, Peugeot arrêta la production et effaça le modèle de sa propre histoire, à tel point qu'aujourd'hui encore, beaucoup de Français ignorent que la Tagora a existé. Elle n'était pas vraiment mauvaise, mais c'était une erreur d'identité. Et dans le luxe, l'identité, c'est tout.